Salut à tous, aujourd'hui on va voir les erreurs de front-end qui font passer pour débutants ou des erreurs qu'on fait quand on débute de manière générale. Donc c'est bien de savoir les reconnaître pour ne plus les faire et voilà, pour passer pour quelqu'un de plus mature dans le développement web et le développement front-end. Donc on va faire HTML, CSS, JS, on va en faire 5, 6, 7 par langage ici directement. Donc on commence avec l'HTML. Je vais grossir juste pour que ceux qui sont sur portable y voient bien. Ici, on va avoir une première erreur classique, c'est ne pas utiliser d'éléments sémantiques. Les éléments sémantiques, ça a plein d'avantages, notamment pour le SEO et pour l'accessibilité. Deux choses où Google va vraiment bien vous noter sur ça, donc il va mieux vous ranker sur ses résultats de recherche, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc souvent, je le vois, c'est des divs qui servent un petit peu à tout et n'importe quoi, elles sont là et on ne sait pas trop pourquoi elles sont là alors que des éléments sémantiques existent. Et donc les éléments sémantiques vont permettre à tout ce qui est crawler des navigateurs, etc. Donc des sortes de petits robots qui vont passer votre site en revue. Ils vont se dire, ok, là il y a une navigation, là il y a un main, là donc c'est le contenu principal, là c'est le footer, là c'est une section, etc., etc. Donc il va mieux comprendre déjà. Ensuite, les personnes qui vont avoir des problèmes de visibilité, les personnes handicapées visuellement, etc., qui vont utiliser des liseuses d'écran et compagnie, elles vont voir, ok, donc là il y a la navigation, si j'ai envie de naviguer sur ce site, je vais aller là, etc., etc. Donc utilisez ces éléments sémantiques, utilisez-le dès que vous avez tout simplement une fonctionnalité qui correspond à un élément sémantique, hop, vous l'utilisez. Tout ce qui est liste, etc., lien, bouton également. Ensuite, il y a ne pas bien gérer les attributs en HTML. Donc ça va vraiment être la balise alt qui va être vide avec une image qui est importante, par exemple une image de page d'accueil ou une image qui est importante. Il faut mettre alt. Alt, ça veut dire alternative texte et c'est le texte alternatif donc qui va décrire l'image. Donc n'hésitez pas ici à mettre petite maison au bord de la prairie. C'est très correct de faire ça parce que les liseuses d'écran vont lire ça, elles vont lire le texte alternatif et donc elles vont lire petite maison au bord de la prairie. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Évitez de dire image 2 ou image 2, représentation 2 parce qu'on sait que c'est ça, on sait déjà que c'est une image vu qu'on a utilisé la balise image. Ok, alors des fois il y a des exceptions, notamment quand on va créer des images à la volée, quand on va créer des articles, etc. Eh bien, l'utilisateur ne va pas pouvoir renseigner ça. Par exemple, quand on est sur Facebook, quand on est sur un réseau social, et donc il y a des images qui peuvent ne pas avoir de alt ou alors des alt générés automatiquement. Notamment Facebook fait ça, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a d'autres attributs. Par exemple, quand on est sur un formulaire, quand on a l'attribut méthode, donc get, post, quand on a l'action, c'est là où on envoie nos données, etc. Ça aussi, ça peut être mal utilisé. On va avoir tous les attributs liés aux inputs. Vous voyez qu'il y en a pas mal. On peut mettre name, required, max length, etc. Ça aussi, il faut éviter de se mélanger les pinceaux et d'en utiliser qu'on ne connaît pas aussi. Il y a tout ce qui est les attributs ARIA aussi que je vois quand il y a des gens qui copient-collent du code en ligne, eh bien, ils le gardent, ils gardent tous les attributs ARIA et compagnie parce qu'ils savent pas trop si ça sert à quelque chose ou pas. Et ça se voit en fait, ça se voit. Il y a également target blank ou blank qui permet d'ouvrir un lien sur une autre page. Donc ensuite, on va avoir remplacer des éléments importants par une div. Alors ça ressemble un peu à la sémantique, mais ça va être pour tout ce qui est boutons et liens. Pour se déplacer sur un site, vous le faites peut-être pas si vous n'avez pas de problème de vue, etc. Mais encore une fois, ceux qui ont des liseuses d'écran, eh bien, ils vont pouvoir se déplacer avec Tab, par exemple, avec Tab, qui va se déplacer de bouton en bouton, de lien en lien. Et voilà, tout ce qui est important pour naviguer, notamment, donc tout ce qui est bouton, lien, eh bien, on va pouvoir se déplacer avec Tab. Si vous mettez des divs comme ça et que vous ne rajoutez pas d'attributs comme Tab Index, etc., eh bien, on ne va pas pouvoir se déplacer avec ça, ce qui n'est pas bon du tout. Ensuite, pas de commentaires ou alors des mauvais commentaires ou alors une mauvaise structure visuelle. Donc trop de commentaires, c'est ça, vraiment quelqu'un qui raconte sa vie dans les commentaires, c'est trop long et quelqu'un qui n'est pas trop précis, ça existe. Des gens qui ne mettent pas assez de commentaires non plus, ou on comprend pas trop ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre des commentaires structurés, courts, concis, mais qui veulent vraiment dire quelque chose. D'accord. Donc là, c'est la section portfolio, là, c'est la section contact, là, je fais ceci, là, c'est la boîte de modal qui va être visible, là, celle qui est invisible, etc. etc. Donc ça aussi, c'est important. Et donc ça va être du code qui va pas être ici mauvaise structure visuelle de code. Regardez, j'ai une liste avec à l'intérieur des LI mis tout droit comme ça à la suite, puis après j'ai un A comme ça, j'ai un lien, etc. Donc c'est pas bon, on voit pas trop ce qui se passe. On sait que c'est une liste parce qu'il y a une liste ici, mais on sait pas trop ce qui se passe dedans. Donc ici par exemple, moi j'ai une petite extension qui me permet de faire CTRL-ALT-F et ça va venir me restructurer le code comme ça. Et donc on a bien une liste avec des LI et puis à un moment il y aura un LI avec un lien comme ça. D'ailleurs le lien est vide ici,
Voilà. Donc ça, c'est pour l'HTML. On peut quand même faire des erreurs en HTML, donc comme je vous l'ai montré ici. Donc maintenant, on va passer au CSS, juste ici. Donc surcharger ces sélecteurs. En général, ici, il faut éviter d'avoir plus de 2-3 sélecteurs à la suite. Donc ici, on a une liste, ensuite item, ensuite A, inside, logo lien, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? En fait, juste ici, c'est un logo qui va être, si vous voulez, ciblé dans une liste. Donc tout ce qu'on a à faire, par exemple, c'est UL, logo, lien, comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis quand même partisan, quand il y en a besoin de, par exemple, UL, LI, et puis A comme ça, même si on pourrait, par exemple, ici faire UL, A, si il y a simplement des liens dans une liste comme ça. Mais moi, je trouve pas ça choquant quand il y en a jusqu'à 3. Après, plus de 3, c'est trop, c'est obligatoirement trop. On peut vraiment raccourcir ça. Mais sinon, visuellement, tant que ça suit et que vous avez des bons noms de classe, c'est pas mal d'en mettre 1, 2 ou 3. Voilà, donc ça, faites attention à ne pas surcharger comme ça. Ensuite, l'inline styling, donc ça, c'est un peu en HTML, hein, c'est pour ça, ici, on peut plus le mettre par ici. Tac. C'est de faire de l'inline styling comme ça, mais sans raison apparente de faire ça. Et c'est assez dangereux. C'est assez dangereux parce que le style que vous mettez ici, il est au-dessus de tout le monde. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il passe au-dessus de votre style dans votre cascade, etc., votre spécificité. Il passe au-dessus de tout quand vous le mettez en inline styling comme ça. Donc il n'y a quasiment aucune raison de le faire. Donc quand on le voit en général, c'est une erreur. Et c'est quelque chose qui est mis là sans faire exprès. Voilà, donc faut faire gaffe à ça. Ensuite, on continue. Pas d'utilisation de reset. Alors, j'ai fait une vidéo récemment. Ça, c'est un reset très simple que je fais en général au début de mes vidéos pour éviter d'avoir du margin padding et puis avoir une bonne box sizing. Mais en général, il faut aussi donc s'occuper des borders, des couleurs, outline, underline, etc. Donc, j'ai fait une vidéo sur le reset. Si vous voulez aller la voir, tapez reset Enzo Ustaris ou le designer du web. Ensuite, ne pas utiliser des propriétés raccourcis. Ouais, ça aussi, ça prend plus de place. Et puis, à force en fait de prendre plus de place, ça va faire des fichiers plus longs et ça va être à la fin trop embêtant à lire en fait. Quand vous avez des fichiers qui font 5000, 10 000 lignes de code, eh bien scroller comme ça va vous fatiguer les yeux, ça va être vraiment embêtant d'aller trouver des éléments même en faisant CTRL F, BTN, etc. Ça va être long, ça va être fastidieux. Et donc, plus il y a de code, et puis plus il y a de code qui se répète comme ça, c'est insupportable. Genre, vous êtes regardé left, right, bottom, etc. À la place, évidemment, vous faites juste une propriété raccourcie. Il y en a pas mal, hein, des propriétés raccourcies. Il y a la propriété font, il y a la propriété background, il y a la propriété margin, padding, etc. Il y a aussi, dans le même genre, c'est utiliser 0 ici, et non pas 0 pixel. C'est la même chose, 0 pixel, mais si on peut utiliser 0, autant utiliser 0 dans les propriétés qui l'acceptent comme ça. Ok, très bien, on continue. Propriété qui se répète. Alors oui, par exemple ici, on a un parent qui est article ici. Et on dit donc font size 25 pixels, font weight bold, etc., etc. On définit un petit peu tout ça, sachant que les propriétés font size ici, font family, bien, elles vont s'hériter, donc elles vont atterrir sur les enfants. Et donc ici, l'enfant, par exemple, eh bien, vous voyez que je lui ai juste mis text align center de différent, et je lui ai répété la couleur et font size ici. Donc c'est vraiment pas obligé. Tac, donc j'ai juste à faire ça. Le span, pareil, on imagine que c'est un span dans article. Eh bien, j'ai répété... qu'est-ce que j'ai répété ici? Couleur et font size aussi, donc je peux l'enlever également. Tac, tac, il faut faire attention à ça. Même si c'est vrai que quand on code, en général, il y a quelques propriétés. Quand on revient sur du code, par exemple, eh bien, qu'on oublie un petit peu, ça arrive. Ça arrive aussi quand on fait du responsive avec les media query. C'est là qu'il faut faire attention. Ok, ensuite, organiser son CSS de manière logique. Oui, ça, j'aime beaucoup. Il faut mettre les propriétés les plus importantes en haut de vos sélections ici. C'est-à-dire que là, regardez par quoi je commence. J'arrive sur titre accueil, je me dis bon, ok, très bien. Là, je vois du letter spacing. Ouais, letter spacing, c'est l'écart entre les lettres. Pourquoi pas, mais c'est pas très important. Font weight 100, ok. Cursor pointer, pareil, on s'en fiche un petit peu. Italique, etc. Et là, hop, display none. C'est la plus importante des propriétés ici. C'est la plus importante. Parce que ça fait disparaître l'élément. Il va même pas apparaître ici. Donc c'est vraiment ce qu'on doit voir tout en haut, ça. Ou tout en bas, vous choisissez. Tout en haut ou tout en bas, il faut vraiment qu'on le voit, que ce soit hyper explicite. Il y a un display none ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie de le faire apparaître en JS, j'ai envie de le faire apparaître au survol de quelque chose, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété importante? Alors la couleur, ça peut être important, non, parce que c'est assez visible, on le voit directement. C'est pas très important. Boom, position absolute ici. C'est très très important. La position et le display, c'est les deux propriétés qui peuvent changer beaucoup votre CSS, et donc il faut faire vraiment attention à ça. Et donc ici, voilà, display none, position absolute. Donc soit vous mettez tout en haut, soit vous mettez tout en bas. Par exemple comme ça, ou comme ça directement.
avec, j'aurais mis le display none tout en haut comme ça. Vous voyez que ça c'est vraiment le plus important, et ensuite, hop, on a des propriétés qui sont moins importantes comme ça. Alors il y en a, j'ai vu, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches. Moi j'aime vraiment présenter comme ça, avec les choses importantes au début ou à la fin, mais il y en a qui ont dit, présentez vos propriétés CSS en ordre alphabétique. Alors, je fais, quoi? Ça n'a aucun sens, ça sert à rien. On va pas mettre cursor parce que c'est un C, on va le mettre juste ici. Puis ça sert à rien, vous voyez que ça mélange les propriétés importantes et pas importantes, donc c'est nul. Voilà, tout simplement. Donc on a fini avec le CSS, évidemment je pourrais parler de plein d'autres choses, mais j'ai essayé de prendre des choses assez importantes ici. On va passer maintenant au JS. Alors les fonctions trop volumineuses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, notamment avec la mode qui est actuellement la programmation fonctionnelle, c'est sur le devant de la scène en JavaScript, c'est faire des fonctions concises qui ont une seule chose à faire. Il faut vraiment qu'il y ait une chose à faire, une action par fonction, et que ce soit concis, que ce soit logique et facile à lire. Par exemple, ici, j'ai une fonction création carte. Alors, si c'est juste ça, c'est-à-dire on crée des éléments, on crée une div, on crée un titre, on crée un paragraphe, on rajoute tout dans notre carte, puis la carte, on la rajoute à une liste, par exemple, c'est OK, ça fonctionne. Cette fonction sert à créer une carte. Pour ça, c'est OK. Mais après, par exemple, j'ai mise à jour d'infos sur mon site. Si le nombre de cartes est supérieur à 50, stop, vous avez atteint la limite. Sinon, tac, et puis on envoie une variable verrouillage et compagnie. Ben, ça, il n'y a pas besoin d'être ici en fait. Hop, on pourrait appeler par exemple mage site comme ça, par exemple, et on fait notre fonction juste en dessous. Tac, tac. Et hop, on l'a mis dans une fonction juste ici. Très bien. Et on n'a plus qu'à l'appeler après avoir créé notre carte. Super, c'est plus concis. Cette fonction, c'est un bloc, ça fait quelque chose. Cette autre fonction, c'est un bloc, ça fait quelque chose. Et là, après, on peut animer, par exemple, la création. On va, sur toutes les cartes, rajouter une petite classe ici d'animation. Ben, c'est pareil ici. J'aurais pu appeler ça anime carte. Tac. Et donc, j'aurais fait exactement la même chose ici. Tac, tac. Voilà, par exemple, alors j'ai pris des petits exemples comme ça, des petites conditions, mais rapidement on peut avoir comme ça des fonctions à rallonge si on y met trop de choses à l'intérieur, essayer de tout segmenter, de tout structurer en plusieurs blocs comme ça. Ensuite, erreur d'égalité. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac, tac. Ouais, voilà, ça va être comment on appelle ça? L'égalité stricte et l'égalité non stricte. Et donc, en général, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser l'égalité non stricte. Il faut tout le temps utiliser comme ça l'égalité. Alors, je crois que j'ai la verrouillage majuscule activée. Tac, tac. Hop, hop, voilà, tout le temps utiliser l'égalité stricte. Pourquoi? Parce que celle-là, en fait, elle va être non stricte. Par exemple, on va avoir le chiffre 2 qui va être égal à la chaîne de caractères 2. Ça va retourner true comme ça. Alors que si je mets 2 égalité stricte, chaîne de caractères 2, ça va retourner false. Donc, il n'y a pas vraiment de situation où on a envie de faire comme ça une comparaison simple. Il faut tout le temps faire une comparaison stricte comme ça. Voilà. Ensuite, la concaténation. Concaténation, eh bien, c'est quand on va concaténer par exemple ici 20 avec une chaîne de caractères. Eh bien, il faut savoir que ça va nous retourner 205 sous forme de chaîne de caractères comme ça. Ça va concaténer, ça va assembler les éléments ici. Alors que si on fait 50 plus 50 évidemment, et qu'à chaque fois ce sont des nombres, eh bien ça va nous retourner 100. Donc le type est important, il faut éviter de faire... on peut avoir des erreurs de concaténation comme ça si on additionne par exemple avec une chaîne de caractères, c'est une erreur de débutant ça. Ensuite, donc, on va avoir ref vs primitive. Alors, qu'est-ce que je vous avais préparé avec ça ici? Alors, une valeur ici primitive, let a est égal 1, comme ça par exemple. Let b est égal a. Donc ici, on va copier la valeur ici, donc b va être égal à 1. Ok. Et si je fais b est égal 2 et que je viens le loguer, console log b ici, et donc qu'est-ce que ça va retourner ici? Vous l'aurez deviné, b va retourner 2. Et on peut le loguer si vous voulez. Tac, tac. Alors, je sais pas ce que ça va me sortir, mais... hop, ici, très bien. Alors, on s'en fiche de ce qu'il y a écrit à l'intérieur, c'était ce qu'il y avait en HTML. Vous voyez que ça nous retourne bien 2 ici. C'est tout à fait logique. Le reste, faites pas attention. C'est tout à fait logique, ça nous retourne 2 ici. Parce qu'on a d'abord, hop, hop, on vient juste ici. Let a est égal à 1, ok. B est égal à, on a copié la valeur. Puis B est égal 2 ici. Eh bien, on l'a mise à jour. En fait, on a ce qu'on appelle réassigner une valeur. On lui a donné la valeur 2 comme ça. Ok, très bien. Pour l'instant, vous voyez peut-être pas le truc. Mais si on fait let a est égal un objet ou un tableau, donc ici on va faire un objet, txt hello comme ça par exemple. Et ici on va faire let b est égal à tout court, comme ça, let b est égal à. Donc si on log b ici, ça va me retourner un objet ici. Ça va me retourner un objet. Undeclared identifier, ah oui, on l'a juste déclaré avant, c'est pour ça. Tac, tac. Donc voyons voir.
hop, ça me retourne l'objet qui est dans A. On pourrait croire que la valeur a été copiée. Maintenant, dans B, j'ai une copie de A. Et non, j'ai une référence en fait. Je fais référence toujours à mon objet ici, mon objet A. La preuve, regardez, si je viens faire ici par exemple b.txt2 est égal au là, tac, eh bien cette propriété txt2 a été rajoutée à l'objet A ici, d'accord, vu que B fait référence à A directement. Et donc si je console log A, alors je vais y arriver, hop, hop, on a bien txt hello et txt2 hola comme ça. Vous voyez, on l'a bien rajouté ici. Parce que si on dit que B est égal à A, ça fait B fait référence à A. Et il fait tout le temps référence dans la mémoire à l'emplacement de A ici, donc à cet objet-là. Et si je commence à rajouter des propriétés à B, ça rajoute des propriétés à l'objet auquel il fait référence. Même chose avec les tableaux c'est pareil. Donc on a les valeurs primitives qui vont être tout ce qui est chaîne de caractères, nombre, true, false, etc. Et on a les valeurs de référence qui vont être les tableaux et les objets comme ça. D'accord? Donc ça peut être pareil, des erreurs qu'on fait quand on débute. J'ai fait une vidéo complète dessus, si vous voulez aller la voir, peut-être l'explication sera un petit peu mieux. Ok, donc maintenant on va pouvoir mettre ça en commentaire et on va parler de 10 juste en dessous. Alors 10, ça peut se faire arracher les cheveux de la tête souvent parce que c'est dur à comprendre et il y a des définitions il y a plein de gens qui disent un petit peu tout et son contraire sur le web. Et en plus, il y a plusieurs définitions, enfin il y a plusieurs façons de... 10 a plusieurs façons de fonctionner en fait. C'est un contexte et ça a plusieurs façons de fonctionner. Si on est dans un objet comme ça, si on est dans un objet et que je commence à mettre une propriété âge, j'ai 86 ans par exemple, et ensuite je mets présentation. Ici, c'est une méthode, d'accord? Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va loguer 10.âge. Ici, elle fait référence au contexte appelant. Au contexte appelant. Appelant, c'est-à-dire, c'est ce qui va appeler ma méthode ici. Qu'est-ce qui appelle ma méthode? Regardez, je l'ai logué ici. Ben, c'est obj.présentation ici. D'accord? C'est obj_context.présentation. C'est ça qui appelle présentation. C'est ce qu'on appelle le contexte appelant. D'ailleurs, ici, je n'ai même pas besoin de mettre le console log vu que je console log ici. Donc regardez, je fais comme ça. Voilà, ce sera plus simple à comprendre. Donc c'est quoi qui appelle présentation? C'est bien obj_context. Donc là, je vais pouvoir le lire, mon petit 86 ici. Vous voyez, hop, j'ai 86. Très bien, super, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe déjà si on commence à faire une fonction ici? Fonction présentation, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler présentation 2 ici. Et elle va loguer elle aussi 10.âge. Est-ce que ça va fonctionner si je commence à l'appeler ici? Présentation, tac, présentation 2 directement. C'est-à-dire que je vais appeler présentation et quand elle va s'exécuter, ça va exécuter cette fonction également. Voyons voir si ça fonctionne. Hop. On a bien 86 qui est notre première fonction présentation et présentation 2 renvoie undefined ici. Parce que, eh bien, il n'y a pas de âge ici dans le contexte appelant. D'accord? Donc cette méthode qui l'appelle ici elle n'a pas de âge ici, elle n'a pas d'âge, donc 10.âge et undefined, c'est indéfini. Par contre, et là où ça va devenir tricky, c'est si je commence à faire const présentation, c'est une fonction fléchée cette fois, fonction fléchée, d'accord? Donc depuis JavaScript ES6, fonction fléchée ne va pas avoir le même comportement avec 10. Ça ne va plus être le contexte appelant, ça va être le contexte englobant. Donc c'est ce qui englobe ce qui appelle. Ici, ce qui appelle présentation 2, c'est ma méthode présentation. Et donc, qu'est-ce qui englobe ça? C'est ce contexte-là avec âge. Et du coup, là, ça va fonctionner. Regardez. 86 deux fois. 86, 86. Donc, fonction classique ici, méthode dans un objet, eh bien, c'est le contexte qui l'appelle directement, obj présentation. Et pour faire référence au contexte englobant, donc ce qui englobe ce qui appelle, eh bien, une fonction fléchée, ici, on va pouvoir retourner le 10 comme ça. J'ai conscience que c'est compliqué, il faudrait que je fasse une vraie grosse vidéo sur 10 pour l'expliquer, mais voilà, ici, c'était juste une vidéo sur les erreurs, donc c'est des erreurs qu'on peut faire avec 10 ici. Et voilà, il faudrait que je fasse une vidéo sur 10 complète, mais si vous voulez, on va avoir le contexte appelant et le contexte englobant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et là, déjà, ça commence à devenir beaucoup plus facile à avoir ce qui est 10 à chaque fois. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu des erreurs en HTML, CSS, JavaScript. Oh, j'aurais pu faire avec Sass aussi, React. Je pense que je vais le faire avec Vue et compagnie. Et voilà, je pense que la prochaine sur les erreurs, ce sera avec React. Eh bien, like, partage, abonne-toi si ça te plaît. Rejoins-nous sur Discord où on parle de développement web. La newsletter également où je parle de développement web et mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.